Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire, du CAREP, dans lequel nous avons le plaisir, l'immense plaisir et l'honneur d'accueillir Elisabeth Kassav, qui est, spécialiste de la pensée et de la philosophie arabe contemporaine. Alors, Elisabeth, est libanaise. Elle a fait ses études à l'université américaine de Beyrouth et son doctorat en philosophie à l'université de Fribourg en Suisse. Mmh. Et elle est donc, aujourd'hui, professeure au Centre arabe de recherche et d'études politiques à Doha. Alors peut-être Elisabeth, veux-tu dire, pour commencer un tout petit mot, sur, la publication, la version arabe de ton dernier livre qui vient voilà, Le voilà. pour ceux que Je ça suis intéresse. fière et toute contente de l'avoir. Il a été publié par le Centre arabe à Doha et il fut très bien traduit par un collègue à Gaza, Mahmoud Herthani, et nous avons très bien collaboré et je suis très contente du résultat. Voilà. Alors, nous, on est très heureux, d'accueillir Elisabeth pour cette discussion. C'est une discussion qu'on a envie d'avoir, depuis longtemps. Hem Et notamment pour, parler de cet enjeu, qui est, celui de la place, des intellectuels et des penseurs, notamment dans les mouvements de contestation, au Maghreb et au Moyen-Orient. Heu et comme beaucoup d'entre vous le savent, c'est une question qui a été soulevée dès 2011 puisqu'on a beaucoup dit: «Mais, où sont les intellectuels? Quel rôle ont-ils joué dans ces mouvements?» Et au fond, on a tout de suite, très vite questionné la déconnexion éventuelle des élites, avec les masses et les mouvements populaires. Alors, Elisabeth, toi, tu réponds dans ton dernier livre en pointant du doigt, 2 grands mouvements, critiques, de pensée critique, qui ont animé les scènes intellectuelles égyptiennes et syriennes au cours des 2 décennies qui ont précédé les révoltes, de 2011 et cela en distinguant 2 grands moments. Un premier moment qui est celui des années 90 et ensuite celui des années 2000. On va juste partir de questions de définition pour que tout le monde soit, raccord avec ce dont on parle et je te poserai une question à propos tout simplement, du terme tanwir qui est la notion principale que tu manipules et que tu mets en avant dans ton livre. Quelle traduction tu en ferais en français? Parce que c'est une traduction qui est très difficile puisque tu montres dans ton livre notamment, que c'est, une notion que tu choisis d'employer en fait, en la différenciant notamment de celle de Narda et qui, dans une large mesure, prend ses distances avec l'idée de lumière, des lumières et toute l'idée de enlightenment en anglais. Donc ma première question, ça serait la suivante. Comment est-ce que tu traduirais ce terme des débats de Tanwiri dans le monde arabe dont tu parles? Mais écoute, permets-moi de donner avant un peu le contexte de ce livre et qui est un travail sur les débats sur le tanwir, justement. Je m'intéresse depuis quelques décennies maintenant euh, au débat intellectuel arabe. Et donc, en 2010, mon livre précédent est sorti. Et dans ce livre, j'avais remarqué, il était très clair qu'un malaise profond dominait la scène intellectuelle, mais aussi le monde arabe en général, politiquement, socialement. Il y avait un malaise profond, un désespoir même, je dirais, et même plus précisément un sentiment d'impuissance, que nous sommes devant une chute libre à tous les points de vue, économique, politique, social, intellectuel, culturel, et qu'on se trouve en même temps dans l'impuissance de faire quoi que ce soit pour arrêter cette dégringolade. Mais donc, mon livre est sorti, je ne me rappelle plus, peut-être au printemps de 2010, et en décembre 2010, il y a ces révoltes qui explosent. Et je dois dire que autant
il m'était clair que le sentiment de malaise et de mécontentement était très fort, rien ne pointait à une explosion de révolte et de protestation comme nous l'avons vu quelques mois plus tard. Et donc, quand les révoltes ont commencé, inutile de te dire que j'étais collée aux médias, j'essayais de suivre et de voir en particulier que disent les intellectuels, comment les intellectuels perçoivent ce qui se passe. Et donc, à l'époque, l'espace était encore ouvert, médiatique. Pour l'Égypte, par exemple, je passais le matin à récolter les titres et je passais la journée ensuite à lire ces articles. Maintenant, bien sûr, il n'y a pas d'article à lire parce que la censure et la répression a imposé le silence. Et donc, c'est un peu dans cet intérêt pour les débats intellectuels, si tu veux, que j'ai produit le second livre. Et lui, alors, il porte sur certains débats qui ont eu lieu, comme le titre l'indique, à la veille de ces révoltes, dans les années 90 et les années 2000. Et tout simplement, j'avais capté comme ça beaucoup de discussions sur le tanwir, qui en anglais veut dire enlightenment ou en français la philosophie des Lumières. Et je voulais savoir de quoi on parlait. Et j'ai remarqué que c'est en Égypte, au Caire, et en Syrie qu'on entendait ces mots-là, ces discussions. Et donc, je ne suis pas partie, je crois que ça c'est important, je ne suis pas partie de la question, voilà, il y a une discussion sur les Lumières et voyons si ces penseurs arabes comprennent bien ou bien comment ils comprennent cette philosophie des Lumières, comment ils l'appliquent, pas du tout. Il s'agissait pour moi de découvrir de quoi on parle au Caire et à Damas quand on emploie le mot tanwir. Et donc, ce fut une investigation et je peux dire tout de suite qu'il ne s'agit pas du tout de dissertation sur la philosophie française des Lumières qu'on connaît ou les Lumières écossaises. Non, non, ce ne sont pas des exercices académiques, scolastiques. Nous n'avons pas des travaux comme ça, des penseurs arabes qui se penchent et maintenant ils discutent Diderot ou Montesquieu. Non. Ce qui se discute, c'est la réalité du Caire et de Damas dans les années 90. Donc ça, c'est important, je trouve. Et dès le départ, je clarifie ça. Il ne s'agit pas de travaux académiques. Il s'agit de penseurs, d'écrivains, je ne sais pas moi, de critiques littéraires, philosophes qui se posent des questions, qui discutent la réalité en utilisant le terme tanwir. Voilà une longue réponse à ta question. Oui, et alors, ce qu'on comprend en lisant ton livre, c'est qu'une des façons qu'ont ces intellectuels d'appréhender et de discuter la notion de tanwir, c'est de l'appréhender notamment en contrepoint ou en tout cas par rapport à celle de Narda. Est-ce que tu peux, parce que alors même que c'est souvent deux termes qui sont utilisés de manière plus ou moins synonymique par la plupart des intellectuels arabes, est-ce que tu peux nous expliquer justement ce qu'il en est du rapport entre ces deux notions dans ces représentations-là dont tu parles? Permets-moi d'abord de décrire rapidement les contextes parce qu'ils sont très différents. Le contexte égyptien est différent du contexte syrien. Ils ont des points communs, mais ils sont aussi très différents. L'occasion de ces débats était, si tu veux, la montée de l'islamisme violent, les attentats, les explosions, les attaques contre les touristes, de la part d'organisations de djihad et autres. Et donc, le gouvernement Moubarak
s'était donné la tâche de contrecarrer ces manifestations de fanatisme, de violence, en propageant la tolérance et la raison et la liberté, d'où l'idée des Lumières. Bon. Et la référence locale était la Nahda. Donc, au début du siècle, du XXe siècle, il y avait eu comme ça un mouvement de lumière, dans ce sens que on voulait changer les choses, on voulait appliquer la raison en interprétant la religion, la tradition religieuse. Et donc, il y avait un rappel, si tu veux, de cet héritage de Nahda pour lancer comme ça une campagne contre le fanatisme. Et le gouvernement a donc mobilisé tous ces hommes, ces intellectuels, qui sont dans diverses organisations culturelles pour organiser des conférences, pour écrire dans les revues, dans les journaux, dans les talk-shows de télévision. Et en réaction à ça, les islamistes avaient critiqué vivement cette campagne en disant que mais quelle crédibilité a un gouvernement Moubarak de prêcher les droits humains, les libertés, etc. Et donc, nous avons ces deux courants qui se confrontent sur fond de violence et en chacun, bon, les islamistes disant que les vraies lumières viennent évidemment de l'islam. Ça, c'est un peu le contexte égyptien. Il y a l'occasion, le fond, c'est cette montée de la violence islamiste. Ça, c'est les années 90. Dans les années 2000, comme tu disais, il y a, si tu veux, une déconstruction de ces deux discours. Des gens critiques, des gens indépendants, dont une femme, enfin, Mona Abaza, que je salue, sociologue à l'Université américaine du Caire, un historien comme Sharif Younis et notre cher Nasser Hamid Abou Zeid, le théologien ou Islamic Studies scholar, qui vont donc critiquer vivement les deux discours en disant qu'effectivement aucun d'eux n'avait de crédibilité et que c'était une farce de la part de Moubarak que de prétendre maintenant défendre les valeurs des Lumières. Encore une fois, donc, la raison, la tolérance, les libertés. En disant que l'unique acte de lumière, des Lumières qu'on peut faire, c'est de dénoncer ces deux discours intenables, au sens qui n'ont aucune base de crédibilité. Ça, c'est le contexte égyptien. Dans le contexte syrien, il n'y a pas d'islamistes parce que le gouvernement les a liquidés, les a assassinés, exécutés, détruits. Hama, comme tu sais, en 82, c'était un crime que d'appartenir légalement, d'appartenir aux frères musulmans. Donc, ils étaient absents de la scène. Les petits discours beaucoup plus discrets, parce que la répression en Syrie est beaucoup plus violente, se faisaient autour de petits cercles intellectuels où le discours est lancé contre l'État et le sujet, le fond, si tu veux, c'est la barbarie de l'État. Donc, une critique de cette barbarie au nom du tanwir, donc des valeurs. Et encore, au début, je ne savais pas exactement ça veut dire quoi, qu'est-ce qu'ils ont en tête quand ils disent tanwir. Mais pour répondre à ta question, en Syrie, il était très important de renouer, si tu veux, avec la Nahda. Parce qu'il se disait, le régime Assad nous a déconnectés de ce passé, de cette histoire intellectuelle
en prétendant que l'histoire commence un peu avec Assad en 70 et qu'il nous est très important de renouer avec cet héritage de la Nahda, où, encore une fois, il y avait un espace de liberté, une marge de liberté, de débat public rationnel. Et finalement, j'ai compris que dans le contexte syrien, ce qu'on revendiquait, en fait, c'était l'arrêt de la tuerie, l'arrêt de la barbarie. Donc, le tanwir contre la barbarie. Oui, on essaiera de revenir après justement sur les différences que tu viens de souligner entre les deux contextes, parce qu'effectivement, elles sont très riches, elles enseignent beaucoup de choses, notamment sur le rapport des intellectuels à l'État, où on voit bien dans tes livres qu'il y a une collusion beaucoup plus importante en Égypte entre l'appareil d'État et tout un réseau d'institutions culturelles sponsorisées par l'État et des intellectuels. Et il y a aussi quelque chose qui est très différent, c'est finalement, oui, la façon d'envisager la religion et notamment l'islam politique qui change beaucoup d'un contexte à l'autre. Je voudrais juste revenir sur finalement ce qui est commun à ces débats, que ça soit dans le contexte égyptien ou dans le contexte syrien. Parce que finalement, ce que tu dis de manière très remarquable, c'est que non seulement les décennies qui ont précédé les printemps arabes ont été très riches intellectuellement et, et que en plus finalement elles ont contribué à changer la focale, en tout cas à permettre de repenser différemment un certain nombre d'enjeux intellectuels qui étaient perçus différemment avant. Et une des grandes, un des grands éléments que tu mets en valeur, c'est qu'au fond, je parle sous ton contrôle, mais on passe progressivement, je dirais, d'une lecture culturaliste, ce que tu appelles une lecture culturaliste, à une lecture politique du malheur arabe, pour reprendre les mots de Samir Kassir. Et finalement, à l'idée que la crise politique, la crise culturelle auquel on assiste depuis les années après la période post-indépendance, qui a toujours été pensé, ce sentiment d'impuissance qui a toujours été pensé dans des termes finalement identitaires, culturalistes et religieux, enfin beaucoup pensé comme ça, va progressivement être envisagé sous un angle beaucoup plus politique et notamment lié à la fermeture des espaces publics, la fermeture des espaces politiques. Est-ce que tu peux développer ce point-là? Je trouve qu'il est très intéressant parce qu'il permet vraiment de saisir justement l'émergence d'une pensée nouvelle, en tout cas d'un déplacement des perceptions, des représentations et des curseurs. Effectivement, moi je pense que le thème le plus dominant peut-être de l'après-indépendance, parce que je crois que c'est ça le tournant. Hein? Ces pays obtiennent leur indépendance dans les années 40, mettons, et bon, dorénavant, c'est nous qui gouvernons nous-mêmes, et donc les choses sont censées aller dans le bon sens. Et on s'attend de cet État post-indépendance qu'il assure le progrès, la prospérité, le développement, la justice sociale. Bon, aller en avant. Et en fait, ce qui domine depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, moi je pense, c'est un désenchantement, une désillusion qui va en grandissant jusqu'à la veille des révoltes. Et moi je pense que les révoltes sont l'expression de cette profonde désillusion qui nous mène vers un désespoir et de voir que cet État post-indépendance est un État failli. Alors, je pense que c'est le phénomène le plus central du monde arabe, enfin, si on veut généraliser comme ça. Et donc, on a parlé de 67 comme étant un tournant. Et effectivement, ce fut un tournant puisque la débâcle avec Israël fut indigeste. Mais je pense que, et ça, de plus en plus, je me dis qu'il faut faire attention aux années
40 et 50, donc immédiatement après l'indépendance. Parce que déjà là, il y a comme une répétition générale, si tu veux, de la répression. Et juste après l'indépendance, il y a eu des mouvements démocratiques, des revendications démocratiques, des revendications de justice sociale, la gauche, très importante, je pense à l'Irak, je pense dans plusieurs pays, après la révolution en Algérie, cet espoir que, bon, maintenant nous allons fonder, nous allons bâtir, construire une société juste, une société où on a droit à l'éducation, à la santé. Et les gouvernements, ceux qui avaient eu le pouvoir après les pouvoirs coloniaux, ont réprimé ça dans le sang. Souvent, on oublie ça parce que c'est un peu lointain et on saute tout de suite à 67 et voilà le moment traumatique. Donc, pour moi, il y a comme ça un enfoncement, si tu veux, dans l'échec de l'État. C'est ça le thème pour moi central. Maintenant, dans les années 70, 80, 90, on a dépensé beaucoup d'énergie en essayant de donner des explications culturalistes, de se dire, voilà, on est dans cette situation parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain dans notre culture. Dans notre culture, dans notre tradition, dans notre religion, on n'est pas assez moderne, on est trop moderne, on a abandonné l'héritage ou, comment dire, la tradition, il faut retourner, non, il faut abandonner la tradition. Il y a eu beaucoup de discussions culturalistes, c'est-à-dire des tentatives, des efforts pour expliquer ce qui s'était passé en termes culturels. Donc, et ensuite, expliquer le culturel par le culturel. Pourquoi nous sommes dans cette situation? Eh bien, pourquoi nous sommes dans la défaite à tous les niveaux? Eh bien, parce qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas bien dans la culture et la culture ne va pas bien parce que la culture n'est pas bien, et on tourne dans ce cercle vide. Mais moi, je pense que dès le départ, il y avait des voix qui insistaient sur le politique. Qu'en fait, on est dans la situation dans laquelle on est parce qu'il n'y a pas de vie politique, parce qu'il n'y a pas de démocratie, parce que les gens ne sont pas capables comment dire en français, hold the rulers accountable. Comment de réclamer enfin en tout cas que les dirigeants soient responsables de leurs actes, enfin voilà. rendre compte de leurs actes. Voilà. Aussi longtemps que les gens ne peuvent pas contrôler ceux qui ont le pouvoir, eh bien, ceux qui ont le pouvoir vont en abuser. Ils vont voler, ils vont tuer, et c'est ce qui s'est passé. Et donc, cette lecture politique qui a toujours existé, il y a eu des voix, mais d'une clarté, d'une lucidité incroyable. Dans tout ce brouhaha culturaliste, tu trouvais des voix qui disaient, attends, par exemple, Saad al-Lawannous, juste au lendemain de la défaite de 67, il écrit cette magnifique pièce de théâtre, حفلة سمر لخمس حزيران من أجل خمس حزيران, dans laquelle il disait, écoutez, nous avons perdu la guerre parce que les gens ont été mis de côté, ont été disenfranchised, mis de côté, terrible chat. Le peuple fut disparu. Hein? Et c'est pour ça que, et moi je pense que cette lecture politique va grandir jusqu'à la veille des révoltes, où les gens vont très bien voir que, d'ailleurs, je le dis en me basant sur ce que j'ai entendu et qu'on a tous vu à la télé, dans nos rues, je n'ai entendu aucune personne dire, vous savez, nous revendiquons la tradition, nous revendiquons ou bien l'Occident. Non, non, non.
il était clair que là, on était confronté, le mal de base, le mal essentiel, c'était nos gouvernants, la façon dont nous sommes gouvernés. Et les gens voulaient revendiquer le droit de reoccuper les places publiques, et je pense que la revendication essentielle était celle de participation politique. Ça se résume à ça, moi, je crois. Et les gens ont lié et tout le reste s'en suivait. La crise économique, et la corruption, tout était lié à ce mal essentiel qui est l'absence de vie politique. Et je pense que ça, c'est un moment à capter. Hein. Ça, il faut entendre ça. Et je pense que les discours critiques sur le Tanwir portent précisément sur ça. Et ma conclusion, enfin, hein, après avoir écouté ces discours, il m'a semblé qu'aussi bien au Caire qu'à Damas, il s'agissait d'une revendication d'un humanisme politique. Parce que non seulement l'absence de vie politique détruit l'économie, produit les prisons, produit la corruption, mais il y a une destruction systématique de l'humain. Et moi, je pense, et je dois toujours souligner ça quand j'en parle, c'est pas une métaphore. Et quand on est en Syrie ou quand on est en Égypte, surtout en Syrie, la destruction de l'humain, c'est pas une image. C'est les prisons, c'est les tortures, c'est les disparitions forcées, c'est détruire le tissu social en introduisant l'État-police. C'est très concret. C'est pas du tout une métaphore. Et donc, les gens confrontés à ça, certains intellectuels qui voulaient parler de ce qu'ils voyaient, se sont exprimés, entre autres, en évoquant, sous le titre, si tu veux, de Tanwir. Je termine sur ça que cette histoire de Tanwir, donc, une certaine philosophie des Lumières, une idée des Lumières, c'est pas une affaire culturelle, ni conceptuelle, ni philosophique, mais en premier lieu politique, et donc tout le reste aussi. Mais c'est en premier lieu une affaire politique. Hein. Nous parlons d'humanisme politique qui est revendiqué sous le titre Tanwir. Oui. On va y revenir. Il y a justement un second élément d'évolution dans ces débats tels que tu les présentes par rapport aux débats qui les ont précédés, en tout cas dans les débats du début des années 2000, c'est en fait la caractéristique que finalement, ils cessent de questionner l'héritage et le modèle occidental des Lumières. Finalement, ce que tu dis à un moment, c'est que c'est des discussions qui prennent pour acquis les idées et les valeurs des Lumières, dignité, justice sociale, etc. Et qui cessent de questionner le rôle et le positionnement des Lumières arabes par rapport aux Lumières occidentales. Ça, c'est très frappant. Est-ce que tu peux développer un peu cette idée? Oui. Et c'est pour ça que quand on dit les intellectuels arabes, c'est pas un truc, c'est une scène très différenciée. Tu as des cercles très différents. Et ce qui m'a frappé, c'est que dans les mêmes années 90, tu as d'autres cercles qui parlent de lumière, mais dans le style plus commun et plus académique, si tu veux. Et là, les variables sont très claires et très connues et très prévisibles. Yani, tu dis, oui, est-ce que le monde arabe est capable de lumière? Est-ce que l'islam est capable de lumière? Enfin, toutes les variantes là-dessus. Bon, réponse,
oui, mais il faut, oui, les Lumières, c'est l'Occident, et l'Occident, c'est aussi le colonialisme, et donc il faut faire la différence. Et puis, oui, nous ne pouvons pas, aller vers les Lumières sans qu'on soit ancré aussi dans notre héritage. Et donc, et donc, il suffit, moi je me dis des fois quand je vais être méchante avec ces gens-là, il suffit de presser le bouton lumière, paf, tu sais ce qui va s'en suivre. Avant même de lire un article, je peux te prédire ce qu'il va se dire là-dedans. C'est un peu ça. Donc, tout de suite, le titre, Les Lumières, évoque trois choses. L'Occident, l'héritage, le pendant de l'Occident, c'est nous, notre tradition, ok. Et troisième élément, il y a toujours des appels à la pensée non politisée, qu'il ne faut pas idéologiser. Good. Plus tu vas dans les cercles académiques, plus c'est ça. Et plus tu as des appels à la sobriété, que là, il faut étudier les Lumières, il faut penser là-dessus sans idéologie, il faut être objectif, il faut être rationnel, et voyons l'Occident face à l'islam ou face à la civilisation arabe, machin. Bon. Ça, c'est les cercles qui se veulent savants. Les autres cercles, les gens qui n'ont rien à faire avec tout ce cirque, les gens qui réfléchissent sur leur vécu, j'ai pas trouvé une fois le mot Occident. Les gens s'en fichent parce qu'il y a un mal plus immédiat, pas parce qu'ils pensent que l'Occident est innocent ou que... Non, non, non. Il n'y a pas moyen de se leurrer là-dessus. On connaît bien les politiques étrangères de l'Occident, le passé, le présent, les intérêts et tout, le cynisme. Mais les gens dans leur souffrance sont, le mal immédiat et le souci immédiat, c'est de faire face aux gouvernants qui te tuent et qui t'empêchent de vivre, en un mot. Donc, dans ces autres cercles, il n'y a pas le mot Occident, il n'y a pas le mot tradition. Personne ne s'en soucie parce que c'est un luxe. Il y a d'autres dangers menaçants et c'est très politisé. Donc, il n'y a pas question de dire oui, oui, non, on va prendre ça objectivement, discutons de Montesquieu et voyons s'il y a un pendant à lui dans des exercices de ce genre. Il n'y en a pas. Et donc, ça me frappe que sur cette scène intellectuelle arabe, tu as des approches très différentes du même sujet. Et ces autres approches qui sont plus ancrées dans la réalité, je crois qu'elles sont moins connues parce que les autres sont plus typiques. On est plus habitué à ça. Paf, tu dis Occident, il te dit tradition, nous, authenticité, c'est nous, c'est pas nous, c'est importé, c'est tout ce moulin qui tourne. Et pour faire la boucle maintenant, et je pense que quand les gens sont sortis dans la rue, tels que nous les avons entendus, personne n'a dit l'Occident et tradition et machin, non. Et je pense qu'il y a, et j'ai tenu à souligner ça dans mon livre, je parle d'écho. Donc, les intellectuels qui ont parlé de Tenouir étaient en phase, si tu veux, avec les gens, parce que les deux s'exprimaient d'un vécu, le même vécu. Et il ne s'agissait pas de faire de dissertation académique, savante, machin. Il s'agissait de s'exprimer, de parler de ce qu'on voit, de ce qui nous arrive et de mettre des mots. Et je crois que les intellectuels sont dotés de mots, donc ils articulent ça à leur façon. Mais au fond, c'est le même vécu. Mais ce n'est pas parce que les intellectuels ont écrit ceci ou cela qu'il y a eu les révoltes. Definitely not. Il ne faut pas tomber dans ça. Moi, je ne pense pas que c'est comme ça que ça arrive. Mais
Oui, les artistes l'ont exprimé à leur façon, les intellectuels et puis les gens. Et donc, je parle d'écho, je ne parle pas de relation causale. Oui, tu es très prudente sur le lien de cause à effet entre Ouais, ces ouais, débats et les mouvements de protestation ouais. populaire. Et effectivement, donc, tu te contentes de souligner des échos et la reprise de certains mots, de certaines notions. Et il y en a qui sont très frappantes. Alors, je me permets de les citer parce que tout le monde ne le sait peut-être pas. Mais tu soulignes, par exemple, à un moment, l'importance, notamment dans le contexte syrien, de tout l'apport des réflexions sur la barbarie, la déshumanisation. Et notamment, finalement, tu soulignes le rôle de la littérature carcérale, du développement de la littérature carcérale en Syrie, et l'écho de cette littérature dans des slogans qui sont brandis en 2011. Et notamment, tu parles d'une expression de Mamdour Adwan, je crois, qui avait publié un livre en 2003 qui s'appelait Haywanat el-Islam, el-Insan, pardon, l'animalisation de l'homme et de l'être humain, et qui a été repris, en fait, ce que tu montres en 2011 dans le slogan Ana Insan Mani Mani Haywan. Haywan. Alors, dans le contexte syrien en particulier, ça c'est frappant, la place non seulement donc, des intellectuels, des penseurs critiques, mais surtout des gens qui s'occupent de littérature, des poètes, des hommes de théâtre. Est-ce que tu peux expliquer ça? Tu sais, à propos de mots dominants comme ça, je parle dans le contexte syrien, le mot qui m'est resté comme ça en tête, c'est le mot kharab, les ruines, ou comment on dit ça en français? Yani, La destruction, la enfin, destruction, la destruction. Bien avant la guerre, hein, que les gens, la société se trouve dans un état de destruction. Et encore une fois, je tiens à dire très concrètement, quand le système policier fait que tu ne peux pas faire confiance aux membres de ta famille, qui a toujours cette peur, il y a cette coupure totale de la politique. Bon, et de temps à autre, tu as eu des écrivains extrêmement courageux qui ont trouvé le mot pour le dire, des fois avec certaines métaphores, euh, euh, comment on s'habitue à la violence, à la barbarie, hein, comment on est conditionné d'accepter et comment on devient témoin, à faux, on dit, il y a des témoins du mal dans l'impuissance de faire quoi que ce soit. Donc, on est englobé, englouti, on devient témoin et donc, dans ce sens, on devient complice d'un système diabolique qui encourage tout et qui empêche voir de pouvoir dire les choses comme elles sont. Et comme, bon, on s'imagine qu'avec cette répression et l'absence de marge de liberté, tu ne peux pas avoir des chercheurs critiques, tu ne vas pas avoir de sociologues qui vont te dire, bon, ben, voilà comment se trouvent les provinces en Syrie. Tu n'as pas de chercheurs dans les sciences sociales ou en économie qui vont pouvoir articuler cela. Et donc, c'est un peu les artistes, je pense au merveilleux film de Omar Amiralai, qui vont trouver des moyens d'exprimer ce déluge, en fait, comme le titre de son dernier film l'indique, Toufan fi Bilad al-Ba'ath, où cette idéologie, cette indoctrination, cette corruption, va tout engloutir dans un déluge de l'inhumain. Et, et c'est dans des petites poches comme ça, chez des artistes, chez des poètes, chez des dramaturges, où tu peux trouver comme ça des éclaircies dans
dans ce silence mortel, en fait. Et juste pour revenir, Elisabeth, sur finalement cet humanisme politique, ce que tu appelles cet humanisme politique qui se développe donc dans les années 90, mais aussi en particulier de manière critique en Égypte et en Syrie à l'aube des 2000, et que tu qualifies finalement une forme de reconquête intellectuelle du politique. Tu parles d'un mouvement de réhumanisation et en même temps, tu dis, en tout cas, on pourrait presque dire une forme une espèce de tension vers un possible réenchantement du monde qui serait opposé à cette barbarie, en fait, à laquelle font face les populations. Et en même temps, tu dis, finalement, ce tanouir, il n'est pas utopique. Il ne relève pas de l'utopie. Et je voudrais citer quelque chose, une phrase, page 155, que je traduis moi-même, hein, vraiment comme ça, mais que je trouve très intéressante. Tu dis, finalement, il ne s'est pas agi, avec cet humanisme politique, d'approche cognitive pour saisir le monde, ni de discuter des bases métaphysiques qui pourraient justifier de réformes éventuelles, mais plutôt de se demander comment rendre une vie digne à nouveau possible. Comment rendre aux gens leur dignité, leurs droits, leur liberté. Il ne s'agissait pas de défendre une vision du monde ou un mode de vie particulier. Ces débats étaient la recherche d'une boussole morale et intellectuelle pour sortir les Arabes de leur marasme. Très bonne traduction, Claire. Je suis à ta disposition parce que je précise pour tout le monde que ce qui est intéressant dans ce débat, c'est que c'est la première fois qu'Elisabeth en parle en français aussi. Et si, comme moi, vous pensez que c'est des livres qui méritent d'être traduits en français, faites-lui signe parce qu'elle hésite encore, elle se pose la question. Mais donc, voilà, je voudrais juste peut-être que tu nous expliques en quoi finalement c'était des débats intellectuels qui s'éloignaient énormément de discours utopistes ou en tout cas de questionnements qui iraient dans le sens de l'utopie. Et en quoi ces débats étaient très concrets finalement. Mais écoute, tu as parlé de mouvement d'humanisme. Moi, je pense que c'est des revendications, parce que le drame, c'est qu'il n'y avait pas de possibilité de mouvement. Et je pense au pauvre Saadallah Wannous et son image de Sisyphe. Quand il écrit au début des années 90, il dit « Je suis conscient du fait que je ne peux rien faire, que je ne peux rien changer. » Donc, il y a une lucidité. Bon, Saadallah avait une lucidité vraiment toujours remarquable. Donc, les gens, même ceux qui avaient les moyens, les outils d'articuler tout ça, ils savaient que, bon, l'espace est fermé. Tu ne peux pas discuter de ça à la télé, ou tu ne peux pas changer les curriculums d'école. Tout est bloqué. Et pourtant, tu vois ce qui se passe. Donc, c'est un peu ça, si tu veux, c'est au milieu de ce blocage que les revendications ou que les mots sont utilisés pour décrire. Déjà, ça, je trouve, c'est une gageure. Hein. Quand l'interdit atteint même la conscience ou les mots, c'est un immense défi que de pouvoir dire ce qui se passe, que l'humain est en train d'être détruit. Et dans les années 2000, comme tu sais, le printemps de Damas, cette tentative de faire bouger, les gens ont cru qu'il y avait là une petite ouverture où ils pouvaient se rencontrer pour discuter de choses publiques. Bon, ça a fini par des arrestations. Donc, le sujet, quand on dit tanouir, il ne s'agit pas de questions épistémologiques dans le sens que, bon, est-ce que notre conception du monde est appropriée, ou comment on dit en français, Pertinente. Pertinente, tu veux dire peut-être. Oui, pertinente, juste.
ou pas. Tu n'as pas le luxe de te poser ces questions et ce n'est pas ce qui te concerne en premier lieu. En premier lieu, c'est ce qu'on a entendu dans les rues, la dignité humaine. Je ne veux pas être torturée, je veux pouvoir m'exprimer, je ne veux pas être volée, je veux pouvoir considérer un futur. Et comme je le dis aussi dans le livre, de rendre la vie humaine possible. Il s'agit de ça, c'est aussi basique que ça. C'est pas savant, c'est pas, on n'est pas en train là d'inventer des idées. Non, non, c'est aussi basique que ça. Il s'agit de revendiquer une vie humaine possible. Et je pense que, je ne sais pas, toujours quand je parle de ça, j'ai l'impression que l'autre ne me comprend pas, ne se rend pas compte de ce que je dis. Parce que si on n'a pas vécu en Syrie ou aujourd'hui en Égypte, et d'ailleurs j'ai l'impression que l'Égypte se syrianise ces temps-ci, c'est-à-dire que la barbarie de l'État, l'impunité de l'État dans sa barbarie est telle que mon existence et ma dignité sont rendues impossibles. Je crois qu'une personne normale a du mal à s'imaginer ça. C'est pour ça que je m'acharne à dire c'est concret, c'est pas une métaphore, c'est pas une image. Est-ce que pour toi, c'est ce qui explique justement, enfin, en tout cas, enfin, l'état de barbarie de l'État en Syrie et dans une certaine mesure en Égypte, c'est ce qui explique la prégnance de ces idées de Tanwir que tu montres Oui. par rapport aux autres pays, puisque tu choisis de parler de la Syrie et de l'Égypte en particulier, précisément à cause du poids de ces notions-là dans ces pays-là. Hélas, c'est pas mieux en Irak, c'est pas Oui. tellement mieux ailleurs, mais je dirais que je crois que c'est un hasard que ce n'est que dans ces deux pays que j'ai trouvé ce genre de discours. Moi, je suis sûre que dans d'autres pays, dans d'autres cadres, les mêmes soucis s'exprimaient d'une autre façon. Il se fait qu'au Caire et à Damas, on a utilisé ces termes, mais je pense que, encore une fois, les mêmes soucis se retrouvent ailleurs. Donc, c'est pas une particularité, si tu veux, existentielle de la Syrie ou de l'Égypte. Et donc, je tiens à ça aussi, que les pays sont très différents, les contextes sont très différents. Et donc, parler du monde arabe comme ça, ou de l'islam, c'est une perte de temps. Il y a des contextes, c'est très précis, mais il y a aussi la barbarie et les dictatures, et nous sont communes, hélas, et nous bataillons contre ça. Et ces écrits intellectuels font partie de cette résistance, de cette réaction à ça, moi, je pense. Tu évoquais tout à l'heure la figure de Sisyphe et tu parles dans ton livre, notamment, tu parles de moments sisyphéens, si je peux me permettre cette traduction barbare, pour évoquer justement finalement le désenchantement, enfin le découragement notamment des intellectuels syriens face à leur sentiment d'impuissance, y compris au cours des années 2000, enfin au cours de ce qu'on a appelé le printemps de Damas. Qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de l'état de ces débats au regard finalement de ce qu'il est advenu, des révolutions en Syrie et en Égypte? Est-ce que ce sentiment est renforcé enfin, c'est-à-dire que l'idée d'un moment sisyphéen pour toi, elle est confirmée ou pas? Écoute, Sisyphe, dans un sens précis, Saadallah Wannous en a parlé sans état d'âme. Yani, il a dit, écoutez, notre travail d'intellectuel maintenant, c'est de dire les choses comme elles sont, tout en sachant qu'on ne peut rien changer pour l'instant, mais notre rôle, c'est d'être témoin, d'avoir pu mettre les mots sur ce qui se passait. Et pas pauvre de nous, machin. Non, 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 sans état d'âme, une sorte de sobriété très rigoureuse et très
comme ça, un devoir de témoignage, un devoir de lucidité, d'honnêteté face à la réalité. Quitte, il dit qu'un jour, hein, c'est comme un cri dans le désert, et un jour, peut-être, il y aurait des possibilités de faire bouger les choses. Ce qui arrive, et c'est pour ça que j'intitule mon second chapitre sur la Syrie, peut-être les Prométhéens, quand avec le printemps de Damas, il y a ce petit espoir qu'on peut maintenant passer à l'acte, que maintenant, ayant compris ce qui se passait, dire, écoutez, nous rassemblons, et nous revendiquons une participation politique. Ça a été réprimé. Aujourd'hui, je n'ose pas penser que peut penser un Syrien ou une Syrienne. Je pense que la destruction, on parlait de destruction de l'humain en 90 ou en 2000, que dire aujourd'hui? Et pourtant, tu trouves des Syriennes et des Syriens qui, malgré toute cette barbarie encore plus grande, beaucoup plus grande maintenant, arrivent à réfléchir. Et moi, je trouve qu'ils imposent un respect incroyable. Je pense, je ne sais pas, à Samar Yazbek, je pense à Yassine Haj Saleh et bien d'autres, qui, dans cette fin de monde, trouve encore la possibilité de réfléchir, c'est incroyable, c'est incroyable. Mais ce qui se passe, c'est une fin de monde. Alors, une question de Salam Kawakibi. Bonsoir, cher ami. Certains évoquent la distance entre les intellectuels et le peuple dans le cas syrien. Que penses-tu de ce constat? Et une deuxième, il t'en pose 3. Mes amis égyptiens évoquent les années 80 en Syrie pour décrire l'Égypte d'aujourd'hui. Es-tu d'accord? Et pourquoi, d'après toi, Kawakibi est-il toujours d'actualité? Enfin, Kawakibi, l'autre Kawakibi. L'autre Kawakibi. Écoute, effectivement, comme je le disais, en écoutant les amis égyptiens, entre autres réfugiés ici à Qatar, et ce qu'on entend dans les nouvelles, ce qui arrive dans les prisons, les condamnations à mort, les exécutions, c'est épouvantable. Et effectivement, moi, j'ai l'impression que c'est une syrianisation de l'Égypte, telle que la Syrie, telle qu'on l'a connue dans les années 80. C'est épouvantable. Les intellectuels proches et pas proches, c'est vrai, à propos des Égyptiens, des intellectuels égyptiens, tu as soulevé ça, Claire, que cette connexion organique avec l'État fait que, bon, comment être critique vis-à-vis d'un appareil qui t'emploie, qui te fait vivre, et même plus fort que ça, en Égypte, il y a cette idée que l'État, c'est le moteur de la modernité, d'une certaine, pas de sécularisation, mais d'un non-islamisme violent, si tu veux. Et donc, il y a cet attachement à l'État et être prêt d'être au service de cet État au nom de cette modernité, de ce rempart contre l'islamisme, à n'importe quel prix. C'est ce que je n'ai jamais compris chez les intellectuels égyptiens, Sonal Ibrahim et d'autres, qui n'ont pas eu un mot de nuance, un mot nuancé à dire quand Sisi a pris le pouvoir, que bon, l'islamisme, on n'aime pas, mais d'autre part, la dictature, on a essayé, il faut être prudent. Rien. Il y a une célébration de ce comeback de l'État fort, du mal, Dakar, épouvantable. Et ce phénomène des intellectuels égyptiens, étatiques, est vraiment un phénomène à analyser. Mais comme je disais, c'est très différencié. Quand on dit les intellectuels arabes, il y a un élitisme. Hein, je dis dans mon livre
que oui, si moi je suis un intellectuel démocrate et avec toutes les bonnes valeurs, mais est-ce que je peux faire confiance à la population qui n'est pas au niveau, il y a un dédain incroyable du peuple, cette peur un mélange de peur et de dédain qui fait qu'on ne se donne pas la peine d'engager quoi que ce soit, de converser, de travailler avec ce peuple. Et je trouve qu'il y a la même chose en Syrie. Oui, ce phénomène existe, mais il y a aussi d'autres types d'intellectuels. Je crois que là, il faut faire un peu une différenciation. Et le grand Kawakibi, bien sûr, et ce qui fait que je parlais de lecture politique. Et je pense que cette lecture commence avec Kawakibi. Dès le début, l'homme a vu que c'était le mal, la racine de tous les autres maux aussi, cette absence de contrôle du pouvoir des gouvernants. Pensez-vous que la fiction ou les autres formes littéraires telles que la poésie ou le théâtre, vous avez cité Sardala Wanos, arabes, pourraient avoir un impact sur le champ politique? Quelle est leur place par rapport aux essayistes arabes qui se sont démarqués dans les années 90? Je pense que beaucoup de ce qui n'a pas pu être articulé comme ça analytiquement à cause de la répression, c'est beaucoup exprimé dans la fiction, dans l'art, et je crois que beaucoup de chercheurs pensent que c'est le cas effectivement, que la fiction a porté ce rôle de documentation, de témoignage en fait, de témoignage et d'articulation du vécu. Maintenant, l'impact de ça sur le politique, ça, j'ai aucune idée. Et ça, j'aimerais aussi le savoir. Quel impact mais déjà, moi, je trouve que si on peut trouver dans des romans, dans la poésie, dans l'art, aussi l'art visuel, si on peut trouver l'articulation de notre vécu, et je parle là comme quelqu'un qui est dans ce vécu, je trouve ça déjà formidable. Le politique, c'est le politique. Moi, je pense qu'une des choses que nous avons appris, du moins dans ma petite modeste opinion, c'est que la politique, c'est de la politique. Il faut faire de la politique en faisant de la politique et tout le reste peut servir et peut nourrir et tout, mais c'est pas en écrivant un roman qu'on peut changer un régime. Ça, on l'a bien appris. Il y a une remarque qui est liée à cette question. C'est une remarque, hein, ce n'est pas une question, mais je vous la lis. Pour rejoindre vos propos, il y a des conférences très intéressantes de psychiatres sur l'impact des dictatures, sur la structuration de la psychologie de l'individu, sur la capacité même de se penser un être libre et acteur de sa propre vie comme celle de sa cité. Le centre Primo Levi a fait des travaux passionnants qui rejoignent vos propos. Une autre question. Alors, qu'en est-il des intellectuels d'autres pays du Moyen-Orient, palestiniens, libanais et yéménites par exemple? Certains ont joué un rôle important dans le débat politique. Oui, je crois bien. Je n'ai pas travaillé là-dessus, donc je ne peux pas parler plus concrètement, mais je pense que comme partout dans toutes les régions du monde, il y a une vie intellectuelle malgré les restrictions et ça va un peu dans tous les sens. Ça va dans le sens critique comme ça va dans le sens idéologique et doctrinaire et au service de l'État, au service de la barbarie. On trouve de tout. Et tu sais, il me semble des fois qu'on a de ces idées sur le rôle des intellectuels. C'est quoi quand les gens disent « Et où sont les intellectuels ?» Je me dis « Mais ils s'imaginent quoi ?» Et ce qui est intéressant, c'est que vers la fin des années 90, il y avait eu, je mentionne ça dans mon premier livre, une série d'interviews, quelques 25 interviews avec des intellectuels arabes sur leur rôle, comment ils se voient. Et je crois que déjà là, la plupart avaient abandonné cette idée d'avant-garde
que moi, l'intellectuel, j'éclaire les masses et je leur dis et je les mène vers l'avant, vers le progrès, machin, ça, on avait déjà abandonné. Et les gens ont montré qu'ils ne se souciaient pas non plus. Je ne pense pas que les gens dans les rues de Damas ou dans les rues de Tunis se disaient, mais où sont les intellectuels pour nous guider? Alors, la dernière question. Faites-vous une différence entre les intellectuels arabes installés en Occident et ceux qui sont encore dans le monde arabe pour penser la lumière arabe? Le printemps arabe représente-t-il une troisième Nahda? Cette lumière, on la revendique. Je ne sais pas si en ce moment-là, je crois que c'est des obscurantismes et des obscurités de plus qu'on a récolté pour le moment. Et c'est une bataille qui continue. Donc, je ne célèbre aucune éclaircie, aucune lumière, je n'en vois pas pour le moment. Mais je sais que si tu veux, lumière au niveau de lucidité, oui, oui, ça, on peut le trouver. Mais traduire ça en acte politique, en changement politique, pas encore. En ce qui concerne la diaspora ou être dans le monde arabe, moi, je pense que tout dépend de combien on est in touch. Je peux très bien être à Damas, au Caire, à Beyrouth et vivre dans ma bulle et dans ma, comment on dit, Ivory Tower, dans ma tour d'ivoire et à remâcher et à répéter, à reproduire des discours complètement disconnectés de la réalité. Je peux avoir un lien avec ce vécu ou pas, je peux avoir un lien, un intérêt déjà pour ce vécu ou pas. Et je peux être à Paris et être complètement attentionné. Il s'agit de est-ce que je veux être à l'écoute? Maintenant, effectivement, quand on est loin, c'est... Mais il y a des moyens de s'informer, de se donner la peine d'être au courant, de garder le contact, d'être à l'écoute des gens. Je crois que l'écoute, et ça, on n'en parle pas assez, je trouve l'écoute est un élément très important de la pensée. Alors, justement, il y a une question qui vient d'arriver. Évoquez-vous dans votre livre d'autres formes d'expression que l'écrit? Les intellectuels sont-ils aussi des réalisateurs, des artistes? Les arts, par exemple, qui ont un impact sur les révoltes populaires et ont été repris sur les graffitis et les murs comme revendication sociale? Eh bien, jusque-là, non. Ce livre a été consacré entièrement à ces discours plutôt analytiques, mais je l'avoue que maintenant, je m'oriente un peu vers les expressions plus artistiques, plus visuelles de tout ce vécu. Et j'ai très envie de faire, si tu veux, un peu le contraste ou de lire l'un face à l'autre. Est-ce que peut-être dans le visuel, je me dis, est-ce que nous avons mieux réussi à dire les choses, à exprimer les choses, à créer des éclaircies? C'est une piste qui m'attire beaucoup. Et puis j'en ai marre un peu du blabla, donc je veux prendre une petite pause. Très bien. S'il y a des remarques, merci Suzanne. Pour nous qui sommes dans les ténèbres au Liban, nous espérons de voir un peu de tanouir chez nous. Salut Arda, je te salue. Et merci pour ta remarque. Ah zut, il y a encore des questions qui arrivent. Alors, on les prend vite. La revendication, le besoin de dignité, Karama, a été brandi spontanément par les premiers mouvements en Tunisie qui ont conduit à la fin, à la rupture du régime de Ben Ali et qui, malheureusement, reste cruellement d'actualité, notamment dans les régions continentales éloignées du littoral. Oui, donc c'est une remarque, en fait, pas une question. Pour souligner toujours l'actualité de ces revendications de dignité. Donc, bien sûr, bien au-delà de l'Égypte et de la Syrie. Hein, c'est pas... L'idée de Suzanne n'était pas de dire que c'était des revendications qui concernaient que l'Égypte et la Syrie. Effectivement.
Voilà, donc là, on est bien au bout normalement. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Elisabeth. Je crois que je t'ai appelée Suzanne. Merci beaucoup, Elisabeth, pour ta participation. Et Merci. voilà, si on espère quand même, voilà, si comme moi, vous pensez que c'est des réflexions qui méritent de trouver leur chemin en français, n'hésitez pas à le faire savoir. Pour l'instant, c'est en anglais et en arabe. Merci beaucoup à toi, merci à tous. On vous donne rendez-vous mardi prochain pour un webinaire avec Julie Trottier, directrice de recherche au CNRS, qui est spécialiste de territoire palestinien et qui nous parlera des transformations agricoles et de la colonisation dans la vallée du Jourdain. Voilà, merci beaucoup, bon vent à vous, bonne soirée. Merci Claire, merci Kareb et à plus tard.